que faire quand la stratégie du dirigeant et sa vision divergent, on va dire, de celle de la nouvelle génération? S'il y avait une recette absolue, je serais preneur. Autant de réponses que d'entreprises. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Dubois, qui est conseiller en organisation et en management et qui accompagne les entreprises familiales à bien se transmettre et à préparer surtout leur transmission. Bonjour Frédéric. Bonjour Eliade, je suis super content d'être là depuis le temps qu'on en parle. Exactement, tout le plaisir est pour moi. C'est vrai qu'on s'est rencontrés via LinkedIn, donc au travers de nos posts respectifs. Voilà, tes fameuses fiches techniques. C'est très gentil dans tous les cas à toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même passionnant. C'est comment tu accompagnes les entreprises familiales à assurer leur pérennité et surtout leur transmission. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire un peu ton parcours et surtout ce que tu fais maintenant, s'il te plaît? Alors, mon parcours, il est en deux parties. Première partie de ma vie où j'ai été commercial puis chef d'entreprise dans la distribution automobile dans le contexte d'une entreprise familiale. Donc, j'ai moi-même été la jeune pousse à l'ombre du patriarche charismatique. Et c'est une des choses qui fait que qu'ensuite j'ai migré vers le monde du conseil au PME il y a 25 ans maintenant. J'ai souvent été affecté sur des missions de transmission, sur des missions de conflits intergénérationnels, sur des missions de préparation à la transmission, à la cession, etc. Donc j'ai démarré dans le conseil il y a 25 ans, dans un cabinet où on était 350 à travers l'Europe, où je suis rentré comme analyste. Donc mon job était d'aller chaque semaine dans une entreprise différente, exclusivement des entreprises familiales, comme tu l'as signalé. PME, 10, 100, 200 personnes, vraiment la PME qui constitue le tissu économique français. Ensuite, je suis devenu directeur du département analyse et puis il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai décidé que l'Europe c'était bien beau, mais que le triangle Genève, Valence, Lyon suffisait largement à mes envies. Et donc j'accompagne des dirigeants sur des thématiques qui vont tourner autour de la stratégie, l'organisation pour exécuter la stratégie et le management pour animer cette organisation, avec comme thème, pas exclusif, mais qui revient assez souvent, la préparation à la transmission avec une petite pointe de prédilection pour la transmission familiale. Et pourquoi cette pointe de prédilection? Parce que je pense qu'on va en parler beaucoup. Il y a une dimension technique comme dans n'importe quelle mission, mais il y a une dimension humaine, émotionnelle, psychologique qui est beaucoup plus importante que dans une mission traditionnel. Tout à fait. Et donc c'est important de le souligner. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi te recevoir dans ce podcast. Alors première question Frédéric, et c'est une question qui revient très très souvent, c'est quand le meilleur moment pour vendre, pour transmettre? Eh ben, c'est un peu contre-intuitif, mais j'ai envie de dire que le meilleur moment pour vendre, c'est quand on n'est pas vendeur. Idem pour la transmission. Et pour une raison en fait toute simple, parce que on entend souvent dire il faut anticiper, et je pense qu'on en a parlé en préparant le podcast. On va expliquer le pourquoi il faut anticiper. Si je n'ai pas de pression, si je ne suis pas vendeur, je vais donc avoir du temps pour faire les choses correctement, minutieusement, et pour pouvoir provoquer des opportunités. Et je fais bien la différence entre provoquer et saisir. Les opportunités, elles se provoquent. La cession, c'est un marché, c'est pas toi que je vais l'apprendre, c'est un marché caché. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement, quand ils veulent chercher une entreprise ou même un repreneur individuel, on cherche quoi? On cherche la pépite qui a encore une petite marge de progression parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir rembourser. Mais on cherche une belle. Voilà. Donc, si je me replace de l'autre côté, ça me laisse du temps pour habiller la mariée, pour la rendre désirable et pour arriver à être identifié. Et après, c'est moi qui vais pouvoir choisir puisque justement, je suis pas pressé. Et donc, parce que c'est aussi un élément, quand je transmets, il y a l'argent, c'est important, mais souvent, c'est l'œuvre d'une vie, une entreprise. Donc, on transmet pas que un bilan, une équipe, un portefeuille client. On transmet souvent, souvent les chefs d'entreprise disent, c'est mon bébé, j'ai pas envie qu'on me l'envoie dans le mur. Alors que je transmette à mes enfants ou que je transmette à un tiers, j'ai pas envie qu'il m'emmène la boîte dans le mur parce que derrière, il y a des collaborateurs, il y a des fournisseurs, etc. Et donc, plus j'anticipe, plus je vais pouvoir choisir. Voilà. Alors justement, donc la question qui vient logiquement, c'est combien de temps à l'avance il faut pouvoir préparer cette transmission ? Alors j'ai envie de dire que c'est variable suivant l'état de l'entreprise au moment où on décide de faire le pas. Si je suis dans une entreprise qui fonctionne au top, où il y a déjà beaucoup de choses qui sont formalisées, qui est saine, qui a de la rentabilité, ça peut aller relativement vite.
qu'on voit quand même souvent, c'est une entreprise où, je veux pas verser dans la caricature, mais j'ai 55 ans, j'ai mon entreprise depuis déjà un petit moment, je commence à avoir un petit peu l'usure du quotidien, et donc j'ai une entreprise qui, alors je veux pas dire ronronne, mais qui n'a pas forcément une dynamique de chiffre d'affaires. Un acquéreur, quand il va regarder essentiellement les 3 derniers bilans. J'ai quand même intérêt à avoir une progression de chiffre d'affaires sur ces 3 derniers bilans. Et donc, si je suis dans une configuration où je suis plutôt flat, j'ai intérêt à anticiper de 3 ans pour pouvoir présenter 3 années avec de la croissance, au passage idéalement de la diversification, mais ça on va en reparler, tout à fait. Et avec des résultats qui aient été optimisés, parce que quelque part l'impératif de résultat que je peux avoir lorsque je suis en rythme de croisière et lorsque je veux transmettre, c'est pas le même. Est-ce que ça dépend aussi de la maturité de la nouvelle génération, ce qu'on appelle dans le jargon la next gen? Alors, là, si on est dans la transmission familiale, oui, bien sûr, c'est pas pareil si j'ai le fils prodigue qui est en train de faire des études brillantes aux États-Unis, mais qui a concrètement aucune expérience pro, ou si j'ai quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, parce que ça, c'est sans doute quelque chose qu'on peut recommander, c'est que la nouvelle génération, il faut qu'elle se forme et il faut qu'elle aille voir ailleurs que dans l'entreprise familiale. Pour moi, c'est un impératif pour donner une autre vision, plus positive, plus négative, plus critique, mais pour voir autre chose. Il y a aussi une question, en tous les cas, peut-être dont on ne parle pas forcément assez, c'est l'ego du cédant aussi, l'ego du patriarche. Est-ce que c'est souvent, selon toi, un frein pour une transmission ? Oui, et dans les deux sens. C'est-à-dire que je crois que j'ai à peu près vu autant de dirigeants dire « mais l'entreprise peut pas fonctionner sans moi ». Alors, c'est jamais formulé comme ça, très rarement, mais inconsciemment. Et ça, c'est dangereux parce que souvent, ça étouffe la génération d'après. Tout comme on voit des fois j'ai en mémoire en particulier un papa qui était ultra fier de son fils et il avait de quoi, mais qui, objectivement, il y avait un décalage entre le piédestal sur lequel il plaçait son fils et la réalité. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dimension affective, psychologique. Et c'est là où, justement, le recours à un tiers objectif, c'est quand même bien, parce qu'il y a ce qu'on imagine, et puis il y a la réalité. Et il y a souvent un écart entre les deux. Et donc, qui dit anticipation, qui dit transmission, dit aussi mise en place d'une stratégie, donc une stratégie claire. Et c'est ton métier aussi, donc, de mettre en place cette stratégie. À quel point c'est important de mettre en place une bonne stratégie pour assurer cette transmission familiale, donc des années à l'avance? Alors, tout dépend ce qu'on va mettre derrière le mot stratégie, parce que si on regarde bien, le dirigeant, il a une stratégie. Elle est plus ou moins précise dans sa tête, elle a été faite de manière plus ou moins académique, mais faut pas rigoler non plus, ils savent où ils vont. Par contre, l'exercice de se dire, je vais maintenant formaliser ma stratégie, la préciser dans les détails, expliquer le pourquoi, du comment, l'avantage, etc., c'est une manière de laisser l'entreprise avec le mode d'emploi. Et quand on a une entreprise qui a bien marché, faut pas bousculer la ruche. Et donc d'avoir une recette en disant les enfants ou Monsieur le successeur, moi la recette qui m'a emmené où je suis aujourd'hui et que je vous recommande d'appliquer, c'est celle-ci. Donc là effectivement. Ils peuvent le faire tout seuls, ils peuvent le faire en se faisant accompagner, et c'est presque un impératif de le faire en famille et de le faire séparément et de consolider après. Voilà. Et ça, d'ailleurs, tu en parles dans un podcast assez récent et c'était frappé au saut du bon sens. Tout à fait, sur la transmission intergénérationnelle avec notamment, par exemple, le pacte de famille, c'est ça Oui. Et justement, cette stratégie, est-ce que, selon toi, elle doit être formalisée par écrit ou de quelle manière, en fait, elle doit être formalisée pour pouvoir justement assurer cette transmission et permettre aussi à la nouvelle génération, celle qui va reprendre les rênes, de commencer aussi à se mettre, à préparer le terrain aussi de la session. Alors, formaliser, ça va être un impératif pour plusieurs raisons, et j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément besoin du même degré de formalisation. Pour moi, formaliser, l'intérêt,
c'est que ça oblige à se poser les bonnes questions. Et typiquement, moi, quand je suis avec un dirigeant, je vais le challenger, je vais être son poil à gratter pour l'obliger à sortir des choses qu'il a en tête ou éventuellement formuler des hypothèses. In fine, il y a un moment où on peut se retrouver, avoir besoin d'aller trouver un partenaire financier et lui, il va avoir besoin d'avoir une stratégie qui soit formalisée. Bien sûr. Donc, on a ce besoin-là. Et moi, ma recommandation, c'est pas d'aller sur des formalisations hyper complexes, etc. Au contraire. J'aime beaucoup la phrase de Saint-Exupéry quand il dit que la sophistication ultime, c'est quand on peut plus rien retirer. Et effectivement, une stratégie, pour que je puisse l'expliquer à un fonds d'investissement, à mes enfants, à mes collaborateurs incédants, plus c'est simple, plus c'est clair et plus ça donne du sens. Tout à fait. Et surtout aussi, enfin, selon moi, et après tu me diras si tu es d'accord avec ça, une stratégie claire aussi, ça permet d'aligner les ambitions déjà d'une part, et surtout de désamorcer déjà des conflits qui peuvent naître ou surgir quelques années après, on va dire. Oui, c'est d'ailleurs une des choses pour laquelle, quand on est dans de l'intergénérationnel, c'est très important de le faire parce que sur l'objectif en lui-même, tout le monde est d'accord, on veut une entreprise qui fonctionne, on veut une entreprise pérenne, on veut une entreprise qui ait du résultat, tout le monde est d'accord. Par contre, après, sur le comment est-ce qu'on fait, là c'est autre chose. Et j'ai enfoncé une porte ouverte, mais la difficulté dans la stratégie, c'est pas tant sa formulation, c'est son exécution. Comment est-ce qu'on va faire, qui va s'en occuper, etc. Et donc là, quand on est sur une transmission, on va passer d'un chef d'entreprise qui fait ça de manière naturelle depuis des années à, maintenant, ça va être d'autres personnes qui vont le faire avec d'autres qualités que lui n'avait pas, mais avec peut-être des carences que lui n'avait pas. Et donc, c'est là où la réflexion sur comment est-ce qu'on va exécuter la stratégie, quel va être le rôle de Pierre, Paul, Jacques, etc., suivant la constitution de la famille, travaille dans l'entreprise ou est à l'extérieur, les choses vont encore être différentes. Donc ça, effectivement, ça nécessite d'être réfléchi, d'être formalisé. Et c'est là où on va voir des fois des divergences de vues entre les générations sur la stratégie. Justement, que faire quand la stratégie du dirigeant et sa vision divergent, on va dire, de celle de la nouvelle génération ? S'il y avait une recette absolue, je serais preneur. Autant de réponses que d'entreprises, mais je te donnais tout à l'heure un exemple en aparté. Une entreprise qui était initialement une entreprise de négoce, le papa avait connu vraiment de très 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 belles années. Belle entreprise, négoce de produits chimiques. Le fils a envie de transformer ça en entreprise de production pour récupérer la marge de production. Et son analyse, elle est pertinente. Sauf que blocage avec le papa. Donc là, on a deux solutions. C'est soit on fait réfléchir à la stratégie chacun des deux côtés, on recolle. Le plus souvent, on s'aperçoit que c'est plus des différences dans la formulation, dans la communication. Tout à fait. Ça, c'est un premier volet. Que souvent on peut se retrouver avec une sorte de balle des égaux quand par exemple on a le frère, la sœur ou deux frères, plusieurs membres de la famille qui ont des visions différentes. Je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. On a tous le même objectif. Quand on repart de ça, ça devient plus facile de formuler la stratégie. Et après, on peut se concentrer sur l'exécution. Donc ça, c'est le cas où le fait de poser les choses, le fait de discuter, retour à la case, le fait d'avoir un tiers extérieur, alors qui peut être le banquier, qui peut être l'expert comptable, qui peut être un spécialiste, peu importe, c'est pas ça le plus important. Souvent, ça aide à débloquer la situation parce que ça enlève l'émotionnel. Et c'est souvent l'émotionnel qui fait qu'il y a un blocage. Tout à fait. Et puis il y a des fois où, non, ça bloque. On a le patriarche qui reste bloqué sur ses positions, et on peut se retrouver avec des fois des choses qui sont violentes. Mais t'es un petit con, t'y connais rien. Mais non, toi t'es un vieux con, ça marche plus comme ça aujourd'hui. Enfin, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc là, il y a des fois où on a des situations de blocage. Moi, j'ai le souvenir d'une entreprise où le fils avait claqué la porte et commençait à partir. À l'extérieur, il allait créer sa propre... Ou alors c'est le concurrent. Non, il était sur le coup de la colère, il était parti pour créer sa propre entreprise et du coup ça ne s'est pas fait, on a pu le rattraper et l'histoire s'est bien terminée, mais ça aurait pu mal se passer. Et justement, dans ces cas de figure, est-ce que la mise en place d'un conseil de famille ou d'un médiateur, ça peut être pertinent ?
Alors, s'il faut mettre un médiateur, pour moi, c'est déjà presque un constat d'échec. Voilà. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose en amont, qu'on n'a pas su se parler. Je préfère de beaucoup réfléchir en profondeur sur, bon, ok, alors on n'est pas d'accord, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce que vraiment... et si c'est l'autre qui avait raison, voilà. C'est là où effectivement un avis extérieur peut être intéressant. Suivant ce qu'on a besoin de financer, d'aller demander l'avis de celui qui finance, c'est intéressant, parce que in fine, c'est quand même lui qui à un moment va dire mais non, moi si vous prenez cette voie-là, je suis pas chaud. Si vous prenez cette voie-là, oui, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Il y a un moment, il faut élargir le cercle pour faire avancer les choses, sinon on va bloquer. Et quand on parle de transmission, donc on parle de transmission de savoir et on va y parler, on va y revenir dessus juste après, mais aussi on parle surtout de transmission de responsabilité. Donc selon toi, Frédéric, comment construire un calendrier qui est à la fois réaliste et aussi sur le plan opérationnel pour transmettre les responsabilités d'une génération à l'autre ? Je vais revenir sur une des questions que tu m'as posées quand on a préparé le podcast, qui était la façon dont on peut planifier un changement de génération. Tout à fait. Et je vais revenir sur l'exemple que je t'avais donné. Une famille, 2 frères et un espèce de dialogue de sourds avec le papa qui se dit « mais mes enfants sont pas prêts. En plus de ça, dès que j'ai le dos tourné, ils se mettent sur la figure, ils vont m'envoyer la boîte dans le mur. » Ça, c'est ce qui était affiché. Dans la réalité, de manière inconsciente, c'est assez confortable, ça me donne une excuse pour rester. Vu côté enfant, oui, il dit qu'il veut partir, mais il s'accroche, il n'y a pas moyen, et de toute façon, le temps qu'il sera vivant, on n'arrivera jamais. Et le fond du problème était un problème, en fait, de confiance, quelque part. J'ai peur de mettre mes enfants en difficulté. Et ça, la réponse, quelque part, c'est la pertinence de la stratégie et le soin apporté à l'exécution pour être sûr qu'on ne va pas les mettre dans la difficulté. Et en fait, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, vous avez raison, il manque peut-être un petit peu d'expérience. C'était pas tant vrai que ça, mais c'est ce que le père avait besoin d'entendre pour... c'est vrai aussi que les 2 jeunes avaient piaffé un peu, à raison. Et donc, on a défini un certain nombre d'objectifs avec un deal avec le père. Au fur et à mesure qu'ils réussissent ces objectifs, et ça, c'est plus dans votre précaré, ça devient dans le leur. Et donc, du coup, on a conçu les choses de façon à ce que ça soit les résultats, la réussite des objectifs qui devenaient l'arbitre. Et donc, c'est plus une histoire de c'est telle ou telle génération qui a raison, c'est le compte d'exploitation qui a raison, ou pas, ou d'autres critères qualitatifs. Et ça permet d'objectiver les prises de décision. Donc, on a mis en place un certain nombre d'objectifs, un calendrier de mise en application, et au fur et à mesure que les 2 jeunes, jeunes, c'était quand même des trentenaires avancés, au fur et à mesure qu'ils ont réussi les objectifs, le père était rassuré. Et au fur et à mesure qu'il a été rassuré, quelque part, ça l'a débloqué. Et on a même pu accélérer le calendrier parce qu'ils étaient vraiment brillants, ils étaient pertinents. Leur stratégie avait été, on va dire, amendée, bonifié, voilà, par le papa. Il y a vraiment eu un joli mélange d'intelligence intergénérationnelle, de partage d'expérience d'un côté, de fougue de l'autre. Le fait de poser ça sur un calendrier, ça permet de travailler le dosage et ça a permis aux 2 jeunes donc de prendre les commandes un peu plus de 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, ce qui recoupe avec ce qu'on disait, globalement 3 ans, dans de bonnes conditions et avec une entreprise qui, au passage, a trouvé donc du résultat supplémentaire. Et concrètement, Frédéric, comment tu fais pour travailler sur cette fameuse question de qui fait quoi ? Parce que c'est très souvent parfois une source de conflit, qui fait quoi dans l'entreprise par rapport à leurs compétences, par rapport à ce dont ils ont envie aussi de faire, parce que parfois il y a des repreneurs, enfin des nouvelles générations qui ne veulent pas du tout s'impliquer ou travailler dans l'entreprise. Donc comment tu fais pour répartir les rôles équitablement? Alors là, il y a 2 choses dans la question que tu poses. Il y a le cas où il y a des gens qui sont dans l'entreprise et d'autres qui n'y sont pas. Et ça, il faut que ça soit traité avant, parce que sinon, ce qu'on va entendre, mais tu l'as déjà entendu 100 fois, c'est « je vais quand même pas me défoncer pour aller lui payer, pour que il ou elle aille toucher le fruit de mes efforts à travers la valorisation de l'entreprise ou des dividendes ». Donc ça veut peut-être dire qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir « ok, combien valent les parts aujourd'hui ? Combien je paye pour que ce membre de la famille qui veut pas participer, et c'est son droit,
endroit, sortent, et après, voilà. Donc ça peut être un schéma. Après, sur le qui fait quoi, j'ai envie de dire que c'est du basique. Il y a une petite matrice que j'aime bien, qui est efficacité, rentabilité. À quoi je suis le plus efficace, à quoi je suis le plus rentable. Faut que ma pépite, c'est quand j'ai les deux. Il se trouve que généralement, là où on excelle, c'est dans les domaines où on fait des choses qu'on aime bien. Donc du coup, ça veut dire qu'on fait le point sur l'équipe qui va diriger. Quel est le domaine d'excellence de chacun? Est-ce que ça couvre l'intégralité du champ dont on a besoin? Où sont les trous dans la raquette? Ça nous ramène vers la notion de grille de compétences qu'on avait évoquée à un moment. Et ça permet à ce moment-là de voir, OK, qui va faire quoi d'un point de vue opérationnel? Ce qui est différent de comment est-ce que va se passer le processus décisionnel pour les grosses décisions, les gros investissements, voilà. Donc c'est deux choses différentes. Mais sur l'opérationnel, comment est-ce qu'on se répartit les tâches? Où sont les trous dans la raquette? Comment est-ce qu'on les comble? Est-ce que ça peut se combler avec la formation? Qui va se former, etc. Est-ce que ça nécessite une embauche d'un extérieur, etc. Mais à la base, ça passe par une analyse j'ai envie de dire froide, de compétences. Qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire, et de quoi est-ce que l'entreprise a besoin? Parce que c'est quoi les conséquences, entre guillemets, si jamais le dirigeant, le vendeur, le patriarche n'arrive pas à clairement identifier les rôles de chacun? Si je surévalue les capacités de mon ou de mes enfants, si elles sont surévaluées, je risque de les envoyer dans le mur, et l'entreprise avec, c'est-à-dire que je vais les mettre en difficulté. Si je suis dans une entreprise où il y a besoin d'une vraie compétence industrielle, et que mon fils ne l'a pas parce que lui c'est plutôt un commerçant. Bon, là, je peux pas laisser les choses en l'état. Là, il va falloir recruter un vrai directeur de prod, et que lui se concentre sur le commerce. C'est rare qu'on arrive à avoir. Alors, on peut avoir des gens qui peuvent faire le switch dans les deux sens, mais est-ce qu'il est capable de faire le switch? Est-ce qu'il a envie de faire le switch? Voilà. C'est typiquement ce genre de questions qu'on se pose et qu'on essaye de poser de la manière la plus froide possible, la plus objective possible pour pouvoir prendre des décisions dans lesquelles on essaye d'enlever un petit peu d'émotion. Et comment donc favoriser peut-être aussi cette autonomie de la nouvelle génération pour qu'ils prennent aussi leur marque, leur repère? Là, quelque part, ça se recoupe avec ce qu'on a dit. Pour moi, l'autonomie, c'est un terrain de tennis. Un terrain de tennis, il est délimité par des lignes qui sont claires, il est délimité par un filet. Il y a des juges qui permettent de voir est-ce que la balle, elle est juste, est-ce qu'elle touche le filet, etc. Ça, c'est tout ce qu'on va avoir bordé au moment de la stratégie. À l'intérieur de ce cadre, le joueur, c'est lui qui décide est-ce qu'il joue service volé, fond de cours, est-ce qu'il met de l'effet à la balle. La façon dont il fait, l'autonomie, il fait ce qu'il veut. Après, c'est le résultat qui va dire est-ce que il a employé la bonne stratégie ou pas. Et puis, si je reste sur cette analogie tennistique, à intervalles réguliers, on se met sur le côté avec le coach, donc qui peut être du coup le conseil d'administration ou enfin le mode de gouvernance qui a été défini. Et on regarde, est-ce qu'effectivement on est dans les clous par rapport aux objectifs qui ont été fixés? On retombe toujours un petit peu sur la même chose. Hein. Tout à l'heure, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit juste avant, que parfois les dirigeants peuvent surévaluer les compétences de leurs enfants. Ou l'inverse d'ailleurs. On voit souvent justement peut-être le schéma inverse, je ne sais pas de ton expérience, est-ce que au contraire parfois les patriarches vont sous-évaluer les compétences de leurs enfants ou se dire que ils ne seront pas aptes à... On voit de tout. J'ai cité un exemple qui est vraiment une histoire vécue, qui m'a marqué parce que c'est l'instantanéité de la réaction du dirigeant. J'arrive dans une entreprise de transport, patron autodidacte, ils ont une 60aine de cartes grises au moment où moi j'interviens. Le monsieur il s'est fait tout seul, beaucoup de bon sens, etc. Et valeur cardinale, le travail. Et il m'explique que voilà, moi aujourd'hui j'ai une 50aine d'années, mon fils reprendra dans une 10aine d'années. Aujourd'hui j'ai embauché une directrice qui est brillante, etc. Et il m'explique que il fait travailler son fils, il veut lui faire le tour complet de l'entreprise pour qu'il ait fait tous les échelons. Donc on discute, c'est la première matinée de travail qu'on fait ensemble. Il m'emmène visiter l'entreprise et il y a le quai et il me dit tiens là-bas sur le quai, celui qui tire la palette, c'est mon fils. Ok, c'est bien, comme ça il va connaître le métier. Il y a combien de temps qu'il fait ça? Ça fait 3 ans.
Mais écoutez, monsieur, si vous le laissez comme ça, il n'apprendra jamais son métier de patron. Il va avoir des difficultés de management avec les collègues parce que ça va devenir des collègues et non pas des collaborateurs. Ça part d'un bon sentiment, mais là, vous lui rendez pas service. Et là, j'ai le chef d'entreprise, le visage qui se fixe, il a sifflé, il a appelé son fils. Et là, tu lâches la palette, tu viens avec nous, t'écoutes le monsieur. La transmission s'est faite ce jour-là. Ouais. Alors, dans la vraie vie, après, effectivement, il est allé sur d'autres postes. La directrice est restée plusieurs années, parce qu'il devait avoir 23 ou 24 ans. Ouais, donc très jeune. Donc, vraiment jeune, il fallait qu'il apprenne le métier, etc. Mais voilà, le papa avait sous-estimé des choses. Donc, qu'on sous-estime ou qu'on surestime... j'ai envie de dire que là, clairement, un avis extérieur va donner des choses. L'expert comptable souvent connaît bien. Un tiers extérieur qui est un peu spécialisé sur l'organisation, ça va bien. On retombe sur, en envoyant la nouvelle génération se former, on voit bien, est-ce que la formation qu'il suit, il en sort avec difficulté ou au contraire brillamment. Voilà, il y a plein de moyens. La vraie question, c'est pas est-ce que je surévalue, est-ce que je sous-évalue, c'est comment est-ce que je vais évaluer objectivement. Voilà. Parce que quand on va dans l'entreprise familiale, on va aussi se retrouver des fois, et je te promets que c'est pas une caricature, hein, le père, la mère, le fils, et déjà, dans le couple, ils sont déjà pas d'accord. Non, mais il faut que tu lui donnes sa chance, tout le temps tu dis que c'est moins que rien, etc. Oui, mais sinon il avance pas. Enfin, je te promets que c'est pas une caricature. Tout à fait, non, mais c'est vraiment des choses qu'on voit dans la vraie vie. Donc, d'analyser froidement aujourd'hui c'est quoi ses compétences, dans quoi il est bon, dans quoi il est moins bon, sur quoi est-ce qu'il faut qu'il se forme, où est-ce qu'on va l'affecter et comment est-ce qu'on va compenser les endroits où il est pas bon. Parce que diriger une entreprise aujourd'hui, et plus l'entreprise est grosse, plus il faut vraiment avoir des spécialistes dans tous les compartiments du jeu. Je connais personne, moi, qui soit bon à la fois en contrôle de gestion, en développement commercial, en gestion de prod, et qui soit d'un top en RH. Enfin, Superman, c'est dans les BD, quoi, c'est pas dans la réalité. Donc là, tu évoques l'importance de structurer la partie organisationnelle de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui créent des co-directions pour justement bien fluidifier cette transition et surtout anticiper cette transmission? Alors, c'est quelque chose qui peut fonctionner en période de transition. C'est très très bien en termes de transfert d'expérience. Mais pour reprendre une expression que mon père a employée à mon endroit quand j'étais jeune et qui a donné naissance à la création de ma première entreprise, un jour il m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit « peut pas y avoir deux coqs dans un poulailler ». Je vais t'aider à créer ta boîte. Voilà. La co-direction, ça peut être très bien, mais à un moment, j'ai envie de dire, c'est comme quand on accompagne nos enfants sur le vélo, quoi. Au début, il y a les petites roulettes. À un moment, on enlève les roulettes et on tient avec la selle. Puis il y a bien un moment, il faut qu'on lâche la selle. Sinon, on se retrouve avec des transitions qui se font jamais. Tout à fait. Et justement, en parlant de tout ce que tu viens d'évoquer, il y a une question aussi qui est au-delà même du transmission familiale, que moi je vois aussi très souvent dans une session classique, on va dire, c'est la question sur la dépendance. Pourquoi il faut impérativement donc réduire la dépendance à une ou deux personnes clés, notamment aux dirigeants actuels? Alors... il n'y a pas qu'aux dirigeants. La dépendance aux dirigeants, la dépendance à des hommes clés, la dépendance à j'ai deux clients qui me font 60% du chiffre d'affaires ou à un marché. On va prendre un point d'actualité. Une entreprise aujourd'hui qui serait en monoculture avec l'automobile, en ce moment, il pleure. Ah oui. Voilà. Oui. Et dans ma région, puisque moi je suis savoyard d'origine, on a la vallée de l'Arve où on a beaucoup d'entreprises qui sont concernées par ça. Mais on serait dans la région de Toulouse avec l'aéronautique, c'est la même chose. Hein, quand Airbus s'enrhume, la région tousse. Donc il y a vraiment cette notion de dépendance. Donc d'abord aux dirigeants. Pour moi, ça, c'est vraiment la priorité. Ce qui passe par l'examen de aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce qu'il fait, quelles sont les choses? On retrouve ma petite matrice de tout à l'heure. Hein, efficace et rentable. Qu'est-ce qui ne relève pas de son plus haut niveau d'expertise et qui donc doit être réparti autrement, avec quelle progressivité, et où on retombe, est-ce que les enfants peuvent couvrir ou est-ce qu'il faut un tiers extérieur? Donc la première des choses, c'est de réduire la dépendance aux dirigeants.
Et ça, mine de rien, pour revenir à la question de combien de temps ça prend, si à un moment, c'est le dirigeant qui est vraiment le top sur la prod ou les finances, etc., et que les enfants n'ont pas la même, et qu'il faut intégrer quelqu'un, être sûr qu'on est, si je veux intégrer, je dis n'importe quoi, un directeur de production, je vais revenir sur une problématique industrielle. J'ai un fils qui est un développeur commercial, c'est un stratège, etc., mais c'est pas un homme d'industrie. Recruter un directeur de prod, ça se fait pas en 15 jours. De l'intégrer, qu'il ait vraiment la connaissance, qu'on soit sûr que ça va matcher, etc. Une année, c'est un minimum. Hein. Donc quand on dit 2-3 ans, ça passe très vite. Donc après, quand on parle de dépendance client, si j'ai 2, 3, 4, 5 clients qui sont trop gros, on voit bien, hein, c'est pas parce que le client est très très gros qu'il va pas avoir un jour un changement de politique et exemple en ce moment chez un client important vient de décider que maintenant ils vont aller construire une usine en Roumanie et que ce qu'il donnait à mon client ça va aller en Roumanie. Bon, ok, c'est une perte de chiffre d'affaires. Dans une boîte qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand on en perd 3, on les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, de se dire, aujourd'hui, j'ai une situation risquée, il faut que j'aille chercher de nouveaux clients pour faire baisser le poids proportionnel. Donc, pour avoir ce double effet, j'ai une dynamique de chiffre d'affaires et au passage, je diversifie mon portefeuille client. Et idéalement les secteurs d'activité, entre le moment où je trouve de nouveaux clients, ça match avec eux, on entame une collaboration et c'est suffisamment significatif pour faire baisser le poids des premiers, ça se fait pas en une année. Ah, tout à fait. Voilà, donc voilà pourquoi on arrive à 2-3 ans assez facilement. Donc parfois tu recommandes à tes clients, les entreprises familiales, de se diversifier, de diversifier leur portefeuille client en amont de leur transmission. Alors, oui, et au passage, j'attire leur attention sur la rentabilité. Encore une fois, c'est pas toi que je vais apprendre à quel point le côté multiple de la renta est important au moment de faire la valorisation de l'entreprise. Et on va faire basique. Hein, si j'ai une entreprise on va prendre une petite PME qui fait 5 millions d'euros. Un point de rentabilité, c'est donc un billet de 50 000. Même avec un multiple à 5, ça fait un billet de 250 000. Donc on voit bien qu'un point de ceci ou de cela, c'est 250 000 de valo en plus. Je connais pas grand monde qui crache sur 250 000. Bon, si l'entreprise fait pas 5 millions, je laisse aux gens qui regardent le podcast faire le calcul avec leur propre entreprise. Voilà. Et quand on a tout passé au crible, le développement commercial, la marge qui va avec, les coûts de fonctionnement, la productivité des équipes, etc., quand vraiment on se penche sur le sujet, rares sont les entreprises où on peut pas aller chercher 1 point ou 2 de rentabilité. Voilà. Alors, comment réduire aussi la dépendance à quelques gros clients, parce que c'est aussi une question importante. Quels conseils tu donnes à ces dirigeants qui dépendent justement d'1, 2, voire 3 gros clients ? Alors, ceux qui sont dans cette configuration-là sont souvent des clients qui ont fonctionné en entrant. C'est-à-dire qu'ils sont bons, alors soit ils ont un produit qui va bien, mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve très souvent chez des sous-traitants. Ouais. On est sous-traitant, on fait du bon boulot, donc on a attiré des clients, on a des clients prestigieux, et ça roule, ça fonctionne bien, etc. Mais du coup, au fil du temps, on s'est, alors je vais mettre des grands guillemets avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, mais on s'est un peu endormi dans la situation. On a toujours été en réponse, on est réactif, on sait répondre vite, on sait répondre juste, mais on est en réaction. Et là, il va falloir que je passe à une autre démarche, qui est une démarche d'aller chercher des clients. Ce qui est différent, c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas fait. Et donc là, si on reste dans l'industrie, ça veut dire que, ok, est-ce que j'ai un chargé d'affaires ou des chargés d'affaires ? Est-ce que dans le lot, j'en ai un qui a un profil un peu plus développeur que les autres ? Et comment est-ce que je mets en place une méthode de prospection et quelque chose d'un petit peu plus dynamique ? J'ai jamais fait de salon, est-ce qu'il faut que j'en fasse ? Je suis pas présent sur LinkedIn, est-ce qu'il faut pas que j'y sois ? Est-ce qu'il faut pas que je prenne un truc de l'expo permanente de l'usine nouvelle pour me donner de la visibilité ? J'ai peut-être fait de la plus en fait. Non, mais c'est parfait. Voilà.
toujours là pour faire la pub. Mais est-ce qu'on peut réduire concrètement cette dépendance sans diluer aussi l'attention aux grands comptes ? Voilà, initialement, l'entreprise qui a des grands comptes. Alors, tu as raison de souligner ce risque parce que ça peut, mais dans la réalité, je connais pas un chef d'entreprise qui a un client qui fait 30% de son chiffre d'affaires et qui va, du coup, lui consacrer moins d'attention parce qu'il va en chercher d'autres. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, on va devoir modifier la structure. Ça veut peut-être dire que si j'ai plusieurs chargés d'affaires ou plusieurs commerciaux suivant les métiers, ça veut peut-être dire qu'on va modifier la mission de l'un ou de l'autre, ou qu'on va devoir procéder à une embauche, ou qu'on va devoir, en tout cas, mettre en place une stratégie de dynamisation et de diversification commerciale, et donc mettre les moyens de cette stratégie en œuvre. Tout à l'heure, tu as parlé aussi que l'un de tes clients, justement, qui était initialement dans le négoce de produits chimiques, le fils voulait passer plutôt dans la partie production pour gagner la marge de production. Est-ce que c'est pas un risque aussi de déstabiliser l'entreprise avant la transmission ? Alors là, pour le coup, ça s'est fait après, dans le cas précis que je cite, et ça n'a pas déstabilisé l'entreprise, ça lui a donné un nouvel élan. Une transmission bien faite, c'est quand même souvent un beau moyen de donner un nouvel élan à une entreprise. Alors je veux pas verser dans tu connais le fameux dicton, la première génération crée, la deuxième développe. Bon, il peut y avoir du vrai, mais quand les choses sont préparées, c'est quand même, on voit quand même aussi souvent des développements, y compris à la 3e, 4e génération. Pour moi qui bosse souvent en Suisse, alors la fiscalité suisse étant différente sur les transmissions, c'est plus facile de faire des transmissions familiales. C'est courant chez eux d'avoir des 3e, 4e, 5e générations sans que personne n'ait coulé la boîte. Hein. Et justement, en parlant de modèle commercial, donc du business model, c'est quoi les conséquences d'une transmission, enfin que les héritiers arrivent dans l'entreprise avec un modèle commercial trop figé ou trop concentré ? La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il marche ? Parce que s'il y a une recette qui est là depuis 10 ans, mais que la recette est pertinente, je veux dire, il n'y a pas de raison de la changer. En fait, tout dépend pourquoi est-ce qu'on veut changer. Si c'est parce que je suis la nouvelle génération, je veux imprimer ma marque et donc je veux changer pour changer. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment de se poser la question, mon modèle économique, est-ce qu'il est valable aujourd'hui ? Est-ce qu'il sera encore valable demain avec toutes les modifications qu'on connaît ? C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, une nouvelle génération doit impérativement, avec celle en présence, se dire, tiens, l'IA est en train d'arriver et d'impacter plein de métiers. Comment est-ce que nous, ça nous impacte ? En fonction de ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà, ça rejoint le pacte d'associés dont parlait, le pacte familial dont parlait ton invité. C'est ça, ouais, voilà, effectivement, de se reposer la question de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est une chose. Et moi, je suis souvent plus sur bon, maintenant, ok, tout ça c'est bien, mais comment ? Voilà, parmi mes valeurs, il y a le côté pragmatisme et orienté résultat. Et donc, même si je travaille obligatoirement sur le pourquoi en amont, je suis beaucoup sur le comment. Voilà. Donc, le modèle, est-ce qu'il fonctionne ? Voilà. Et pour ça, il y a l'adage boursier, hein, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. C'est parfaitement adapté à un business model. Ok, papa, ça t'a permis de faire fortune et d'avoir un très joli patrimoine aujourd'hui. Ça a marché pendant 20 ans. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait le remettre en cause ? S'il est valable, et si on regarde bien, s'il a duré pendant des années, c'est souvent quand même, il a des fondamentaux solides. Donc il y a des variations, etc. Il peut y avoir des pivots. Ça, c'est au cas par cas. C'est vraiment, c'est là tout l'intérêt aussi. C'est vraiment personnalisé. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Et justement, toi, quand tu arrives chez un client, quelles démarches te permettent de détecter les vulnérabilités, tant sur le plan organisationnel que commercial et même structurel parfois ? Est-ce que... c'est en fait le croisement de l'analyse financière de l'entreprise avec l'analyse organisationnelle qui permet déjà de faire un état des lieux et de faire force-faiblesse avant d'aller plus loin, déjà de regarder en interne force-faiblesse, ok, plan d'action, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Suivant le cas, alors sans aller jusqu'à la certification ISO dans ce domaine, mais l'analyse des risques est un outil très puissant pour
pour permettre de se dire, bon, ça, ok, on va prendre le cas du client, ok, ce client-là, il est gros, quel est le risque, quelles sont les conséquences, comment je le positionne dans ma matrice, discussion là-dessus, échange, etc. Ça peut être un outil. On peut faire plus simple, et si on veut aller plus dans le détail, ce qui est, selon moi, conditionné par qui seront les interlocuteurs demain. Si je dois faire rentrer des fonds, si j'ai besoin de lever de l'argent, etc., le fait de faire une analyse des risques, alors plus ou moins poussée, ça c'est encore autre chose, ça a plusieurs avantages. C'est que ça permet vraiment d'identifier de la manière la plus exhaustive possible quels sont les risques, et surtout de se dire quels sont les plans d'action qu'on a mis en place ou qu'on a imaginé pour faire passer quelque chose qui était en risque significatif, en risque mineur, etc. Voilà. C'est pas une obligation, mais ça fait partie des outils pertinents dans ce domaine. Maintenant, une question qui va beaucoup intéresser aussi l'audience, c'est est-ce que tu peux nous parler d'un cas, d'une transmission familiale qui a été assurée grâce notamment à ton intervention? Je vais reprendre l'exemple dont on a parlé avant, parce que humainement, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. C'est l'entreprise dont je te parlais tout à l'heure, donc transformation, négoce, production. Bref rappel de la situation de blocage intergénérationnel, l'entreprise va bien, elle pourrait aller encore mieux, etc. Et en gros, le chef d'entreprise a un espèce de gros trousseau de clés dans lesquels il y a les clés de chez lui, les clés de l'entreprise, le portail, etc. Il y a un gros trousseau. Et je sais que le trousseau, il est dans le tiroir de son bureau. Et ça fait 3 jours qu'on est en train de discuter, mais du coup, à un moment, c'est presque de la mauvaise foi. Le vrai problème de fond, c'est ok, est-ce que je fais confiance à mon fils ou pas? Voilà. Et donc on est dans une réunion familiale avec le dirigeant, son épouse, le fils, et je demande au chef d'entreprise, vous permettez, monsieur? Je me lève, j'ouvre le tiroir du bureau, et parce qu'on partait vraiment sur des discussions qui n'avaient plus rien à voir, j'ai pris les clés, je les ai posées sur le bureau, et je lui ai dit, monsieur, maintenant on va arrêter de discuter, il y a une seule question, elle est là, qu'est-ce qu'on fait avec les clés de la maison? De l'épouse de l'entreprise. Et le fils. Ouais. Le fils, il est devenu mais vraiment blanc comme ça. Le chef d'entreprise, j'ai pas de rouge autour de moi, mais je te laisse imaginer cramoisi. Et il y avait en fait besoin de débloquer quelque chose psychologiquement, parce que derrière tous les outils, toutes les méthodes, toutes les techniques, si au départ il y a un point de blocage, les outils servent à rien. Et il y a eu ce moment magique où il a regardé son fils dans les yeux, il a poussé les clés vers lui, il lui a dit, écoute, maintenant c'est à toi. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là pour t'aider, mais maintenant c'est toi. Et la maman qui a fondu en larmes, c'était un moment extraordinaire d'un point de vue humain. Et quand je vois ce qu'est devenu l'entreprise aujourd'hui, puisque l'anecdote que je te conte là, elle a plus de 10 ans maintenant, mais elle m'a vraiment marqué parce que c'est le symbole absolu de l'importance de la psychologie, du côté émotion dans la transmission, et c'est souvent comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement, si toi, tu étais intervenu peut-être bien en amont? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que le dirigeant assure cette transmission sans que toi, tu aies eu besoin d'intervenir? C'est toujours difficile de refaire l'histoire. J'ai énormément de mal à répondre à ta question, je sais pas, parce que j'ai sans doute en fait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a aussi le choix du moment. Alors moi, j'ai la chance que je suis dans un métier où je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Parce que si je discute de ça avec le dirigeant mais qu'il n'est pas prêt, il prête pas l'oreille, on va rien démarrer. Et puis si j'interviens trop tard, il m'a pas attendu, donc il a déjà démarré d'autres choses, plus ou moins bien, mais voilà. Donc du coup, j'arrive toujours au bon moment, et c'est ce qui permet, là, parce que je suis pas magicien non plus, de déclencher des moments comme ça. Alors par rapport à cette situation, quel conseil justement tu pourrais donner peut-être aux dirigeants qui nous écoutent, qui pourraient être dans cette situation avec une difficulté peut-être parce que c'est une question de confiance, sûrement, je sais pas, de confiance, ou la difficulté aussi de lâcher son bébé, entre guillemets, c'est pourquoi on a travaillé pendant des décennies. Ouais. Difficulté de lâcher, je peux donner une anecdote. Bien sûr, oui, un peu avec plaisir, on est là pour ça. Je vais donner, alors à contrario, l'histoire d'une mission qui a complètement foiré et qui s'est arrêtée, net stop, un lundi matin. Un chef d'entreprise qui me confie une mission pour, dans un premier temps, dégager du temps libre, etc., parce que j'en ai marre, etc., et
qui avait eu la lucidité de se dire, si je veux réussir ma transmission, faut aussi que je réussisse ma vie d'après. Jusqu'à présent, ma vie a toujours été remplie par l'entreprise. Il faut que je trouve d'autres choses pour la remplir. Il se trouve qu'à ce moment-là, il est très content de pouvoir, de temps en temps, faire un petit week-end en camping-car avec son épouse, qui fait de la partie secrétariat, compta dans l'entreprise. Et donc, tout va bien. On commence à mettre en place une organisation pour qu'il soit moins indispensable. Et tout va bien. Et il commence de temps en temps à prendre son vendredi après-midi. Et il est content. Et son épouse a le sourire. Voilà. Et j'y vais souvent le lundi. Et donc, quand j'arrive le lundi, j'ai le sourire, etc. On prend le café, on débriefe la semaine précédente. Et le bonheur. Et un lundi matin, j'arrive, il a une tête comme ça. Il me dit, bon, tout du bois, on va s'arrêter. Ouais, t'as arrêté quoi, le camping ou Non, là, il parlait de ma mission. Moi, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Non, sur votre travail, j'ai rien à dire. Tout ce que vous avez fait, c'est super, c'est très bien, mais c'est aller au-delà de mes espérances. Et je me rends compte que ma femme, je l'aime, mais c'est depuis 30 ans qu'on est mariés. On se voit que le week-end et encore des fois le samedi matin, je suis au boulot. Là, ça fait beaucoup et AG continue, je suis pas prêt. Donc, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à remplir sa vie autrement, ou en tout cas pas aussi rapidement. Tout à fait. Voilà. Il avait trouvé l'équilibre, il avait trouvé son propre équilibre, entre guillemets, peut-être son... Alors, non, parce que derrière, il fallait quand même qu'il s'arrête, mais mine de rien, une des questions, c'est avec quoi je vais remplir ma vie après. Voilà. Alors, t'as des gens, ils ont une passion. Mais moi, ça fait des années, mon rêve, c'est d'aller sur un voilier, c'est de faire telle épreuve sportive, c'est de faire de X ou Y projet. Ces gens-là ont rarement de grosses difficultés parce qu'il y a un vrai projet de vie derrière. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur. Jusqu'à présent, j'avais un espèce de mélange des genres entre projet de vie, projet d'entreprise. Et en gros, si je reste sur cette notion-là, on a souvent des chefs d'entreprise qui ont mis leur vie au service de leur projet d'entreprise. Si je veux préparer correctement ma transmission, il faut que je mette du coup mon entreprise au service de mon projet de vie et que je me dise, ok, demain j'ai plus l'entreprise, je vais faire quoi? Est-ce que je vais aller, je sais pas moi, grimper tous les sommets de plus de 5000 si je suis un fanat d'alpinisme, ou est-ce que je vais aller visiter la Grèce, ou peu importe. C'est pas ça le sujet. Je vais faire quoi? Parce que sinon, on peut se retrouver avec, et je suis sûr que tu en as déjà vécu, cette entreprise où le cédant, quand il se rend compte que, ah ben oui, mais ça y est, mais ça va être fini. Oui. Mais du coup, le téléphone, il va moins sonner, du coup, mon rôle social, je vais faire quoi, etc. Alors, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que j'ai envie de m'investir, de m'investir dans un syndicat professionnel, de devenir juge au tribunal de commerce. Enfin, il y a mille et une choses à faire. Mais il faut avoir trouvé ça pour pouvoir être serein dans sa préparation. Fait. Pour pouvoir bien négocier déjà aussi, pour pouvoir assurer aussi cette phase de transition, et surtout pour pas, comme pas mal de dirigeants, à un moment j'étais au Family Business Forum, où le dirigeant d'une entreprise familiale, donc sur plusieurs générations, qui n'avait pas bien préparé cette phase d'après-cession. Et en fait, il se retrouve totalement déprimé. Et c'est vrai que c'est pas un mot vain. Il était vraiment déprimé. Il avait perdu tout sens. Voilà, comme tu l'as dit, on perd un certain statut social. Bien sûr. On perd, du jour au lendemain, on se retrouve, à ne pas savoir quoi faire, et en sachant que sa famille, avait aussi son propre rythme de travail, de vie. Donc, c'est très compliqué de ne rien préparer. Donc, toi, comment tu fais? Est-ce que tu les aides concrètement à anticiper et à préparer aussi cette phase d'appréciation, à bûcher avec eux sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire? Alors, j'ai quand même beaucoup de chefs d'entreprise. Si on regarde bien la caractéristique des chefs d'entreprise que tu connais bien toi aussi, c'est quand même souvent des machines à idées. Ouais. Donc souvent ils ont déjà des idées sur la suite. Je veux remonter une petite boîte, voire ils ont déjà une petite boîte qui est leur danseuse où il y a de quoi s'occuper, etc. Là après, je sors un petit peu de mon job et je vais pas sur les domaines où là on est plus sur, j'ai envie de dire, un coach de vie, quoi. Ça c'est pas mon job. Je les aime, j'attire leur attention là-dessus. On en parle, on réfléchit, mais ça se fait plus en fin de journée en prenant un verre. Mais le chef d'entreprise est un homme
presque comme les autres. Si tu regardes les retraités, t'as les retraités qui, ils arrivent à la retraite et puis ils savent pas quoi faire. Ils s'emmerdent, ils vont jouer à la belote et puis ils meurent 3 ans après. Et puis t'as les retraités où tu veux prendre un rendez-vous, mais ils ont un agenda de ministre. Ouais, parce que ils sont investis dans des assos, etc. Là, voilà. La plupart des chefs d'entreprise sont quand même dans la deuxième catégorie. Ils trouvent de quoi s'occuper, etc. Là, parce que du coup, ils ont tissé un réseau, ils ont plein de choses. Donc le tout, c'est d'attirer leur attention là-dessus. Mais on en parle tellement de ça que généralement, ils sont bien sensibilisés. J'ai pas en mémoire des chefs d'entreprise où j'identifie, tiens, lui, il a besoin d'aide là-dessus. Plus vraiment le côté sensibilisation, soyez au clair que, voilà, faut que le sujet soit traité, mais j'ai quand même plus de chefs d'entreprise qui me disent, oh, vous inquiétez pas, je sais ce que je veux faire, et puis qui des fois me parlent de leur projet en disant, je veux faire ça, et où tu t'aperçois qu'ils risquent d'avoir un emploi du temps encore plus chargé qu'avant. Voilà. On arrive presque au terme de ce très bel échange. Je ne sais pas si rapidement, on sent que tu es passionné par ce sujet, et c'est un sujet vraiment passionnant. En tous les cas, les entreprises familiales, ça regorge aussi de leçons que l'on peut en tirer pour aussi d'autres cas de figure de transmission parfois plus classiques. Est-ce que, voilà, tu as donné beaucoup de conseils au cours de ce bel échange. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, voilà, nous donner quelques conseils pratiques, voilà, pour bien préparer cette transmission familiale? Si je vais raisonner sous forme de mots-clés, je dirais celui qu'on a évoqué, c'est anticipation, formalisation, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est pas tant pour le plaisir d'avoir écrit, mais parce que la formalisation oblige à poser des choses, à préciser des choses, et challenge, se faire challenger. Parce que on a des idées, elles nous ont permis de réussir, mais un chef d'entreprise, généralement, il a monté 1, 2, 3 entreprises, à part quelques serial entrepreneurs. Souvent, on vend l'œuvre d'une vie. On a eu 1 ou 2 entreprises. Et vendre son entreprise, on va le faire que 1 ou 2 fois dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment au moment où on réussit sa sortie. Et réussir sa sortie, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Quand on voit le nombre d'hommes politiques ou d'artistes ou de sportifs qui font le combat de trop, moi j'ai une profonde admiration pour Bernard Hinault, qui avait... alors oui, c'est daté, mais il n'y a aucun commentaire sur ça. Il avait annoncé très longtemps à l'avance, j'arrêterai à 33 ans. Il a arrêté à 33 ans, au sommet de sa gloire. Et voilà, quelle preuve de caractère, de lucidité, d'anticipation. Voilà, donc je crois que c'est ça. Faut réussir sa sortie. C'est quelque chose qui s'organise, qui se structure. Ça relève vraiment d'une décision, d'anticipation et de méthode. Donc, est-ce qu'au final, la transmission familiale, la transmission d'entreprise tout court, c'est avant tout une question d'humain plutôt qu'une question de chiffres? On dit souvent que notre métier, à toi ou moi, c'est 20% de technique et 80% de psychologie. Je crois que c'est encore plus vrai dans l'entreprise familiale, dans laquelle on va rajouter de l'émotion. Mais oui, parce qu'il y a la relation avec les collaborateurs, des clients qui sont devenus des amis au fil des années. Voilà, c'est une entreprise. Je vends pas une voiture, quoi. Et encore que même une voiture, il y a des fois de l'affection pour la voiture. Tout à fait. Voilà. Donc, une entreprise, je te laisse imaginer. Merci beaucoup Frédéric. Alors comme toi, pour chacun de mes invités, je te laisse le mot de la fin pour dire ce que tu veux, soit en lien avec le sujet ou autre, dédicace, pensée pour tes proches. Merci Eliade, et si j'ai un conseil, suivez Eliade parce qu'il dispense tous les matins des super conseils que je me régale à lire. Ah bah c'est gentil, et je recommande aussi de suivre Frédéric sur les réseaux, parce qu'aussi à la fois tes commentaires sous les posts sont toujours ultra pertinents, et même tes posts qui sont toujours qui regorgent toujours d'informations précieuses. Et si vous avez besoin d'une personne, d'un expert pour vous accompagner dans cette phase de préparation, d'anticipation, je vous recommande fortement de contacter donc Frédéric Dubois, qui en plus est vraiment passionné par ce sujet, qui est passé par là notamment, donc tu sais de quoi tu parles, et en plus tu le fais avec passion et avec cœur, et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez toi. Merci beaucoup Eliade, et belles affaires à vous. Et à très vite, merci beaucoup.